Alors bonjour et bienvenue sur ce webinaire qui va vous montrer que l'industrie recrute en France et propose de belles perspectives de carrière. Cette session fait partie du programme de la semaine des étudiants. N'hésitez pas à vous inscrire à tous les webinaires de votre choix ou à regarder les replays sur le site de Technique de l'ingénieur. Alors, pour montrer ce dynamisme de l'industrie française, nous allons accueillir 3 industriels justement. Bruno Grandjean, président du directoire du groupe Redex, Terence Carpentier, directeur production manager Lean de Cadieux Industries SAS. Mike Denis, directeur général adjoint de SKF Magnetic Mechatronics. Les 3 auront à cœur de vous montrer combien il est intéressant de venir travailler sur leur site. Alors, nous allons être ensemble pendant 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module de chat, justement. Nous les reprendrons à la fin et nos intervenants pourront vous répondre. Les 15 dernières minutes sont réservées à cet échange. Mais pour commencer, le 4e homme que je n'ai pas présenté, Guillaume Gauvin, DRH au sein du groupe SKF, va nous expliquer comment trouver et décrocher le stage ou l'emploi qui correspond à vos aspirations. Guillaume, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de balayer rapidement les principes de ce vaste thème et ce casse-tête qu'est trouver un emploi ou un stage ou une alternance. Donc, je pense que pour balayer ce sujet, il y a 3 thèmes principaux qui me viennent en tête. Un, c'est où savoir dénicher l'offre, comment trouver l'opportunité, se créer l'opportunité. Le deuxième point, c'est comment se présenter, comment présenter sa candidature. Et le troisième point, c'est comment se présenter physiquement lors de l'entretien. Le point le plus compliqué, c'est de trouver l'offre qui correspond bien. Pour ça, il y a de nombreux canaux, pardon. Vous avez traditionnellement des sites comme Indeed ou l'APEC, que vous connaissez tous, je pense, ou l'étudiant, qui permettent tout de suite d'aller trouver l'offre qui correspond, surtout pour des stages ou des alternances, et puis après des sites plus généralistes pour des offres d'emploi. Pour ça, rien de bien compliqué, vous mettez votre CV, vous créez votre profil, bon, tout le monde connaît ça. Après, ce qu'il faut insister, et je pense que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est 80% des offres, en tout cas d'emploi, sont trouvées par le réseau. Je pense que cette vérité doit s'appliquer aussi aux stages et aux alternants. Ne négligez surtout pas votre réseau et ne négligez personne de votre réseau. Je vais vous donner juste une petite anecdote. À titre personnel, j'ai 20 ans d'expérience dans l'industrie, donc j'ai un réseau qui commence à s'étoffer. On pourrait se dire que mon fils, pour son école d'ingénieur, a trouvé facilement. Et puis, bah, il a su dégoter un entretien dans une belle entreprise. Mais écoutez, c'est pas son père qui lui a permis de dégoter ce bel entretien. C'est un représentant du personnel de cette grande entreprise qui est un oncle dans la famille. Voilà. Donc, ne négligez aucune piste. Posez des questions. N'oubliez pas que les gens sont ravis d'aider. On est souvent gêné, mais les gens sont ravis de passer votre CV dans leur entreprise. Je sais pas si on m'entend toujours. Si, c'est bon. Les gens sont ravis d'aider et n'oubliez pas que pour un RH, il est plus délicat d'écarter une candidature. En tout cas, il va prendre plus de temps d'étudier la candidature quand ça vient d'un collaborateur qui lui soumet, qui lui apporte. Forcément, on la regarde avec beaucoup d'attention et on répond de manière circonstanciée. La deuxième chose, c'est la candidature spontanée. Pour ça, il faut bien identifier, parce que ça peut aller dans tous les sens. Donc, bien identifier l'entreprise que vous recherchez, le domaine que vous recherchez, quelles sont les entreprises dans ce domaine-là qui sont plus susceptibles d'avoir ces besoins. Et une deuxième chose, c'est suivez vos candidatures, relancez, c'est une preuve de sérieux, ça fonctionne. Donc, la candidature spontanée fonctionne moins que les autres canaux, mais quand quelqu'un vous relance en disant j'ai candidaté chez vous, je vous assure que c'est un message qui dit moi je suis ce que je fais et vous m'intéressez vraiment. J'avais noté une dernière chose. Après, forcément, le secteur dans lequel auquel vous allez vous adresser, forcément, s'il est en croissance, ça va jouer. Chez SKF, on le verra tout à l'heure, 30% de croissance.
c'est sûr que quand vous recherchez dans le domaine de l'électronique, l'IA, etc., c'est peut-être plus porteur que d'autres domaines en ce moment. Un, dans ces métiers-là, et deux, dans une entreprise comme SKF, forcément, vous allez être intéressant. Donc, ciblez correctement, suivez et relancez. Après, vous avez des outils de visibilité comme LinkedIn, où vous pouvez faire un bon pitch assez percutant, court, partager. Votre réseau va le partager, il sera ravi de le partager, et vous avez de la visibilité. N'oublions pas que chaque entreprise a aussi des objectifs, des besoins, et deux, des objectifs de recrutement des alternants et des stagiaires. Donc, si ces outils-là sont effectivement des outils qu'on utilise. Alors, une fois qu'on a réussi à avoir l'entretien, c'est le plus compliqué. Pour avoir l'entretien, il faut faire un bon CV. Là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais malheureusement, on le constate encore trop souvent. On ne peut pas se décrire comme rigoureux et faire des fautes d'orthographe. C'est quelque chose qui peut être troublant. Surtout que la rigueur, on se retrouve dans 80% des CV qu'on peut lire. Pensez quand même mots-clés. Pensez mots-clés. Quand vous faites votre CV, ne pensez pas tartine, pensez mots-clés. Qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui va faire que votre CV va être sélectionné, va sortir d'une liste. Pensez mots-clés. Et ensuite, vous placez ces mots-clés dans votre parcours, s'ils font sens, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire des choses que vous n'avez pas faites. Mettez un peu de couleur, mettez une photo, soyez synthétique. On ne s'attend pas à un grand discours. Vous sortez d'école, vous êtes encore à l'école. Comme on dit, comme certains aiment à le dire, vous n'allez pas emmener votre grand-père à l'école. Soyez synthétique. Par contre, parlez de vos hobbies, parlez de vous. Qu'est-ce qu'on apprend à travers votre CV? Ok, vous avez fait une école comme beaucoup, mais peut-être qu'à côté de ça, vous faites des choses. Et c'est ça qu'on va savoir détecter. Est-ce qu'il y a des valeurs? Ceux qui recherchent un emploi, qui recherchent une alternance, ils recherchent des valeurs. Et ben, les entreprises aussi recherchent les valeurs, savoir si ces valeurs vont coller à l'entreprise. Donc, mettez-les en relief dans vos CV. Ça peut faire une grande différence entre deux curriculum vitae. Pour finir, je ne sais pas si j'ai pas regardé le temps sur l'entretien. La présentation physique, je pense que costume, cravate, la cravate en tout cas, c'est sûr, est plus nécessaire. Soyez adapté à l'entreprise à laquelle vous postulez, au type d'emploi. Je pense qu'il y a moins en moins de formalisme, tout en regardant si la personne peut respecter les codes. Dans une startup, on va s'attendre à quelque chose de très décontracté. Dans un milieu bancaire, on va s'attendre à quelque chose de très formel. Donc, les codes se cassent, mais on montre qu'on est capable de les respecter dans une certaine mesure et qu'on sait s'adapter à l'environnement dans lequel on veut postuler. Lors de l'entretien, pareil, c'est basique, mais on prend des notes, on pose des questions, on s'intéresse, on montre une certaine implication, et puis parlez de vous, soyez naturel, soyez souriant. Si vous avez un entretien, j'ai qu'un seul grand conseil. Vous avez quelques secondes pour que la personne en face de vous se fasse une idée. Ces premières secondes, si vous ne créez pas le contact en regardant la personne, en étant souriant, vous pourrez raconter ce que vous voulez derrière, vous aurez du mal à rétablir le contact. On cherche des hommes, on est des hommes, on cherche à établir un contact. Ce feeling, au-delà de la compétence technique qu'on va évaluer, mais si vous êtes diplômé, vous avez cette connaissance, cette compétence, et bien on va chercher si ça va passer, si ça va fitter en termes de valeur, et puis en termes de complicité quelque part. Si vous ne créez pas ce lien, vous allez avoir moins de chances que d'autres. Donc, ces quelques premières secondes, elles sont clés dans la réussite pour décrocher l'emploi ou le stage de vos rêves. Voilà, je ne me reste plus qu'à souhaiter bon courage parce que ça reste un casse-tête pour tout le monde. Merci Guillaume. Pour ces précieux conseils, Bruno Grandjean maintenant va nous montrer que l'industrie d'aujourd'hui est parfaitement retournée vers le futur. Les industries sont maintenant loin de ressembler aux clichés éculés du siècle dernier.
Donc Bruno, je vous laisse nous présenter la diversité de l'industrie, des visages de l'industrie et puis aussi des métiers qui vont dans cette industrie du futur. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc Bruno Grandjean, je dirige une société qui est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire qui s'appelle Redex. Et je suis un petit peu au cœur et j'ai été un des industriels militants qui ont essayé de changer l'image de l'industrie, l'image des usines, car, comme il a été dit, on est dans une société française qui a encore beaucoup de préjugés sur le monde de l'industrie, notamment sur la production, sur les usines qui sont vues comme des endroits sales, dangereux, où le travail est pénible. Et en fait, tout a changé dans l'industrie. Dans l'industrie aujourd'hui, il y a énormément de numérique notamment, énormément d'utilisation de nouvelles technologies, énormément d'hybridation de technologies entre de la mécanique pour ce qui concerne Redex, mais beaucoup d'automatisme, beaucoup aujourd'hui d'asservissement, de contrôle, de capteurs et même aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle. On programme, on développe du soft, du logiciel, parce que les machines deviennent de plus en plus intelligentes. Et notre métier, ce sont les machines qu'on va retrouver partout dans l'industrie et qui subissent aujourd'hui, qui traversent une révolution, parce que la révolution de la mobilité électrique, la révolution de l'énergie, de l'environnement font que nous devons innover et créer de nouvelles machines et de nouveaux outils pour faire face à cette révolution. Donc, un monde en pleine transformation et une industrie qui est en pointe dans cette transformation. Parce qu'il y a un petit peu deux écoles, sans faire de philosophie. Il y a ceux qui veulent répondre aux défis climatiques par la décroissance et puis il y a ceux qui croient à une approche plus scientifique, à la capacité d'innovation et d'adaptation. Et ces adaptations, ça se passe dans l'industrie. C'est là que se fait cette révolution. C'est là qu'on peut trouver des solutions aux défis qui nous sont posés. Donc, l'industrie est aujourd'hui une industrie totalement numérisée, innovante, en pleine révolution, où se passent de très belles choses et où il y a beaucoup de métiers véritablement passionnants. Hein, je voudrais en citer quelques-uns, vous dire un petit peu ce qui aujourd'hui intéresse beaucoup d'industriels. C'est tout d'abord, et bien entendu, des gens créatifs qui soient capables de rejoindre des équipes de développement et de participer au développement de nouveaux produits. L'autre qualité que l'on attend, les autres attentes, ce sont beaucoup de personnes, ce sont des personnes capables justement d'hybrider, de réaliser une synthèse entre différentes formes de technologie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'industrie du futur. On vient mettre du numérique, du logiciel, j'en parlais, donc être capable de synthétiser ces différents types de métiers, être capable de créer des passerelles, de faire travailler les gens entre eux, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, on pourrait citer bien d'autres attentes des industriels, mais il y a aussi le fait que le monde est globalisé. Dans l'industrie, on est toujours ouvert sur l'extérieur. On a souvent les pieds dans un territoire. Hein, les usines, les bureaux d'études, ils sont très souvent, ils peuvent être dans des métropoles, mais ils sont aussi au cœur de ce qu'on appelle les territoires aujourd'hui. Mais ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont tout à fait connectés à ce réseau mondial, je dirais, qu'est l'industrie aujourd'hui. Aujourd'hui, pour innover, pour exporter, pour inventer des nouveaux produits, eh bien, on est sans cesse avec des fournisseurs, des clients qui sont un peu partout à travers le monde. Nous, chez Redex, nous sommes à Ferrières-en-Gâtinais, notamment, qui est un petit village de 2000 habitants. Mais pour autant, eh bien, nous recevons assez souvent, et avant le Covid encore plus, maintenant c'est souvent par le biais du numérique et par le biais de la fibre optique, mais des clients japonais, des fournisseurs américains. Donc, on est vraiment ouvert sur le monde extérieur. Et ça, c'est quelque chose, je crois, de très particulier à l'industrie. L'industrie ne se conçoit pas au niveau local, régional, national. Elle est très implantée dans les territoires, mais elle travaille à l'échelle du monde. Et donc, ça, c'est une raison supplémentaire de rejoindre l'industrie. Je rajouterais qu'on peut parler dans l'industrie, ce sont des carrières longues, encore un préjugé qui nous colle à la peau. Évidemment, il peut y avoir des sociétés en difficulté, évidemment, il peut y avoir des périodes compliquées, mais dans toutes les entreprises
qui exporte, qui innove, eh bien, on cherche à s'attacher à ses collaborateurs, à avoir une relation privilégiée, durable, longue, parce que les métiers dans lesquels on est réclament un apprentissage important. Et donc, la véritable richesse d'une entreprise, hein, ce ne sont pas uniquement ce ne sont pas ces actifs au sens financier, ce sont les hommes, cette communauté humaine qui est véritablement aujourd'hui une entreprise industrielle. Donc voilà, enfin un petit tour un peu général du message qu'on peut faire passer pour rejoindre l'industrie, sortir des préjugés. Malheureusement, ces préjugés sont souvent encore présents. Je ne vais pas parler du corps enseignant où il y a beaucoup de gens qui connaissent l'industrie, mais pour certains, ça reste encore un peu une terre inconnue avec des préjugés des années du 19e siècle et même jusqu'aux années 70. Il faut reconnaître que l'industrie était un lieu complexe, dur, des métiers qui étaient parfois pénibles, mais cela a beaucoup évolué aujourd'hui. La robotique, la numérisation, j'en parlais. Également, le fait que la compétition a éliminé ceux qui n'innovaient pas et n'inventaient pas l'industrie du futur font qu'aujourd'hui, en très grande majorité, ce sont des emplois très nobles, des emplois qui se font dans un collectif international, j'en parlais, avec beaucoup de besoins divers. Hein. Ça peut être un dernier mot là-dessus. Dans l'industrie, on a besoin évidemment d'experts dans différents domaines, des gens qui vont creuser un sillon, qui vont être vraiment au plus haut niveau possible dans un domaine précis, des plus généralistes qui vont faire les synthèses et qui vont manager un peu. Mais on a également besoin d'ingénieurs qui puissent participer à l'organisation, à la production. Ça, c'est quelque chose de très important. Organiser, piloter, motiver les hommes. Et ça, c'est un vrai défi dans les usines. Et ça a beaucoup changé parce que l'autorité n'est plus… on n'a plus des structures pyramidales. On travaille beaucoup aujourd'hui en équipe. Et puis, besoin également d'autres compétences. Hein, des juristes, il y en a beaucoup dans les entreprises, même des littéraires. Être capable de communiquer. C'est donc un peu tous les corps de métier. D'ailleurs, les ETI sont un peu des multinationales en réduction. Et donc, on va retrouver tous les corps de métier, tous les besoins. Besoin impératif d'être à l'aise dans des cultures différentes. Ça, c'est peut-être aussi un message à faire passer. Besoin d'être à l'aise dans une culture mondialisée, j'en parlais. Donc, parler correctement l'anglais, être capable de comprendre la façon dont ses interlocuteurs réagissent et leur propre culture. Donc, avoir voyagé, c'est pour moi un critère très important. Les stages dont on parlait, fondamentaux, les stages qui permettent de mieux se connaître, qui permettent de savoir ce qu'on a envie de faire et puis parfois ce qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, voilà un petit peu quelques généralités sur cette industrie du futur qui vous tend les bras parce que finalement, aujourd'hui, on a des besoins très importants, très importants. Il y a une génération qui est partie de l'industrie française, celle qui l'avait rebâtie après la guerre est déjà partie depuis un certain temps. Ceux qui ont suivi sont un peu comme moi, un petit peu dans la deuxième phase de leur carrière. Donc, on a aujourd'hui besoin d'énormément de jeunes, de compétences, de dynamisme, d'état d'esprit, de motivation, de créativité. C'est vraiment la matière première de nos entreprises. Hein. C'est vraiment ce côté humain qui est indispensable. Ce qui fait la compétitivité d'une entreprise, ce ne sont pas uniquement des sujets fiscaux, des sujets de charges sociales, ce sont essentiellement des sujets d'organisation, d'innovation. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ces métiers de l'industrie du futur. On a essayé avec beaucoup d'industriels de présenter nos métiers, de sortir un peu de nos entreprises pour montrer à l'extérieur ce qu'on pouvait faire. On était au Grand Palais, on était à Marseille, à plein d'endroits, on présente nos machines, nos équipements, nos équipes, nos organisations. Mais le travail reste encore très important parce que, encore une fois, cette image un peu désuète nous colle à la peau. Et donc, voilà, il faut présenter l'industrie sous ce jour nouveau. Je crois que beaucoup de jeunes cherchent également des raisons de s'engager. Hein, et bien, l'industrie, elle en offre énormément, ne serait-ce que d'être au cœur de cette transformation dont je parlais. C'est par l'industrie qu'on peut régler nos problèmes climatiques, notamment environnementaux. La qualité de vie est très liée à justement les solutions techniques que peuvent apporter l'industrie
Et puis également, quelque chose d'important qu'on ne dit pas assez, c'est que finalement la prospérité d'un territoire, d'une région, d'un pays, eh bien, elle repose beaucoup sur cette industrie, cette capacité à avoir des hommes autour d'un projet commun avec une forme, il n'y a pas de bullshit job, je dirais, dans l'industrie, avec un engagement, un projet très clair. Et donc, il y a également cet aspect-là. Si la France est un pays avancé où il fait bon vivre, où il y a un système social et culturel développé, c'est parce qu'il y a aussi cette capacité à créer de la richesse et à maintenir des emplois très qualifiés. Donc la France a une tradition, la France a vraiment un savoir-faire, mais encore faut-il qu'elle trouve sa place dans la mondialisation et ça, c'est sans doute le défi de la prochaine génération de tous ceux qui rejoindront nos entreprises. Donc voilà ce que je pouvais vous dire d'une manière un peu générale. Voilà. Merci Bruno, je vois que ça a déjà déclenché des questions. Donc, pour ceux qui seraient intéressés pour en savoir un peu plus sur Redex, voilà, vous avez en ligne l'adresse du site internet sur lequel Redex présente ses carrières. Continuez à poser vos questions dans le chat, nous les prendrons à la fin. Cap à l'ouest maintenant, direction la Bretagne pour rencontrer Cadieux Industrie SAS, une entreprise humaine et apprenante dans laquelle les lignes de commande et donc la production s'enchaînent sans jamais se ressembler. C'est assez intriguant. C'est Terence Carpentier, donc directeur production et manager ligne, qui va nous emmener dans son usine posée quelque part dans la baie de Douarnenez. Terence, je vous donne la parole. Merci. Déjà, bonjour à tous. Alors, moi, je me présente. Je suis Terence Carpentier. Voilà, je suis le directeur production chez Cadieux. Donc, je viens d'avoir 40 ans cette année. Alors, la chance qu'on a dans notre société, c'est que on donne la chance à tous. Ça fait maintenant 15 ans que je suis dans l'entreprise et voilà, quand je suis rentré, on était 110, on faisait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait une centaine de millions d'euros et on est 700. Et de manière atypique dans un village de 800 âmes, Locronan, hein, un des villages préférés des Français. Et on a la chance de produire, voilà, on est une menuiserie industrielle, hein, on a la chance de produire nos portails, nos garde-corps, nos clôtures à 10 km de la mer. On a nos ateliers qui ont vue sur mer aussi. Et donc, voilà, il y a un ancrage, une certaine fierté du territoire. Alors moi, je suis parisien de base. Je suis arrivé il y a 15 ans, un peu voilà, un peu par hasard dans cette région et finalement je l'ai pas quitté parce que au-delà d'une usine, des gens qui la composent, il y a aussi un cadre de vie qui est très intéressant et qui permet l'épanouissement de chacun. Et une culture bretonne qui, elle, voilà, un état d'esprit, une culture bretonne qui, elle, fantastique. Voilà, faite d'abnégation, de travail, de compétences aussi, d'énormément de compétences. Il faut savoir que dans la région, on a un taux de réussite au bac et dans les différents diplômes, l'un des plus hauts de France, hein. Et donc voilà, tout ça fait que ben on a une entreprise, comme vous le disiez tout à l'heure, qui fait des produits différents des uns des autres. Voilà, il y a autant de portails, de clôtures, de garde-corps qu'il y a de Français dans notre pays. Chacun a des volontés différentes. Et donc voilà, on est dans une industrie où on s'ennuie jamais, où chaque nouveau produit est un nouveau défi. Et donc forcément, pour pouvoir rester, je dirais, avec une âme d'artisan, mais à l'échelle industrielle, bah, on a besoin d'énormément de compétences en interne, que ce soit d'un point de vue purement industriel, hein, c'est-à-dire voilà, de l'industrialisation, de la méthode, du lean manufacturing, de la maintenance, de la sécurité. Voilà, il y a énormément de métiers qui gravitent autour de l'industrie sur le flux physique, hein, mais également dans les flux, je dirais, d'information, aussi bien sur l'IT, sur de l'ordonnancement, sur de l'administration des ventes. Tout ça, hein, c'est voilà, dans une industrie, on voit souvent le côté physique des choses. Qu'est-ce que je vais matérialiser? Mais on ne regarde pas trop ce qu'on est capable aussi de réfléchir. Et nous, on part d'un principe que plus un produit est bien conçu, bien éco-conçu aussi, et plus il sera fait de manière la plus efficiente possible, avec la meilleure satisfaction client possible au bout, quoi. Il y a également énormément de métiers de marketing. Voilà, par exemple, on a sponsorisé un bateau là qui a fait la route du Rhum, un IMOCA.
et voilà, qui a été largement suivi sur les réseaux sociaux. Et donc forcément derrière tout ça, il y a eu toute une cellule marketing aussi qui a accompagné l'événement. Voilà, donc nous, sachant tout ça, notre valeur ajoutée, clairement, c'est l'être humain. Donc on met énormément d'attention à développer l'être humain dans notre entreprise. Le côté formation prend une place prépondérante, hein. On utilise tous nos crédits, hein, et toutes nos subventions, même au-delà de ce qu'on nous accorde, hein, dans les limites légales. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, hein, c'est on a pour dicton de dire que on souhaite obtenir le sourire de client en obtenant le sourire du collaborateur. Et donc ça passe par son épanouissement personnel, hein, tant sur le cadre de vie qu'on peut lui proposer, hein, comme je vous l'ai dit, on est dans des conditions exceptionnelles ici. D'ailleurs, avec un taux de chômage qui est très bas, hein, sur la région, on est entre 3 et 5% sur la région de Quimper et plus généralement le bassin quimpérois. Et donc, on est à la recherche permanente de nouveaux talents. Et on le voit, hein, on a de plus en plus de gens qui arrivent aussi. Alors, ça a un mauvais côté, c'est que ça crée un boom de l'immobilier. Donc, ça, voilà, on achète nos maisons un peu plus cher maintenant. Mais d'un autre côté, on a toute une somme de compétences qui souhaitent rejoindre le territoire. Et nous, on est très orienté à un French Tech, entreprise du futur. On fait même les Lean Summit, on est très acteurs dans tout ça. On a la chance d'avoir une PDG qui a une quarantaine d'années, hein, et d'avoir aussi des fonds qui sont propres des capitaux familiaux. Voilà, on n'est pas dirigé par de grands financiers, hein. Donc voilà, on est libre de notre destinée, on a notre perception de l'industrie, on a notre perception de ce que doit être notre usine demain, on a notre vision, hein. Et derrière, on essaie de mettre tout ça en musique, hein, en essayant d'attirer les meilleurs talents dans nos équipes. Voilà, je vais vous donner un exemple concret. Là, en quelques mois, j'ai recruté un responsable d'industrialisation, une responsable qualité fournisseur, une responsable RSE, parce que voilà, une des choses aussi que j'ai pas dites, c'est que voilà, nous on essaie de faire sens au maximum auprès de nos collaborateurs et eux aussi essayent de faire sens vers nous, hein. La relation est bilatérale, elle n'est pas que hiérarchique. Comme le disait tout à l'heure Bruno, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui les relations humaines ont énormément changé, d'où la place importante des RH dans nos organisations, de la montée en compétence de l'ensemble de nos managers, puisque aujourd'hui on ne manage plus une équipe comme on pouvait le manager il y a encore même 10 ans. On voit bien que le numérique a pris une place importante aussi dans les interactions entre les humains. Donc on est obligé de faire un peu différemment. Mais l'idée de tout ça, c'est de vraiment être en capacité, même si on produit, parce que après nous, hein, c'est l'Amérique, comme on dit. On a souvent tendance à dire ça. Voilà, notre idée, c'est d'amener, voilà, dans cette pointe bretonne, le maximum de talent, parce que on en a tout simplement besoin. Et si on souhaite continuer notre croissance, hein, c'est une étape nécessaire, quoi. Voilà, en termes de métier, sur cette partie recrutement, hein, je rejoins un peu Bruno. On n'a pas besoin que d'ingénieurs, on a aussi besoin de techniciens, on a besoin aussi d'apprentis managers, on a besoin de énormément de personnes aussi dans les SI, dans les systèmes d'information, parce que la digitalisation de notre industrie est un enjeu majeur, et la maîtrise de nos données aussi. On a aussi besoin de gens dans la protection informatique. Voilà, on a eu l'expérience malheureuse d'avoir un hacking en 2020. Et on s'est rendu compte que voilà, on avait aussi des défaillances en termes de protection informatique. Donc voilà, on a besoin d'énormément de compétences sur le territoire. Et j'espère, voilà, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez regarder un peu nos pages Facebook, nos pages Instagram, nos pages voilà, notre LinkedIn, suivre l'activité et l'actualité de l'entreprise, et vous verrez à tel point elle est dynamique et à tel point elle est jeune et orientée vers le futur. Merci Terence. Je pense que nous allons afficher la slide qui indiquera les coordonnées de votre entreprise. Alicia, est-ce que nous pouvons avoir la slide? Donc, pour ceux qui n'ont pas compris vraiment
Cadio, eh bien en Bretagne, donc c'est une adresse en .bzh, je dis pas de C'est bêtises. ça. Voilà, c'est quand même à noter. Donc jeune, dynamique et au soleil breton, tout va très bien. Exactement. Chouette entreprise. Alors, on va maintenant. Alors, est-ce que tout le monde a eu le temps de noter? Et puis, ne vous inquiétez pas, de toute façon, les présentations seront à télécharger après, donc vous pouvez récupérer les adresses des entreprises sans aucun problème. Nous allons partir maintenant, revenir un peu plus dans le centre de la France, presque, puisque nous allons retourner vers la Normandie, vers SKF Magnetic Mechatronics. Donc, comme vous l'a expliqué un petit peu tout à l'heure ou a un petit peu dévoilé tout à l'heure son DRH, Guillaume Gauvin, c'est une entreprise qui a le vent en poupe, une ouverture internationale, 30% de croissance par an. Donc, c'est une pépite qui recrute dans un secteur en plein développement, le palais magnétique. Je laisse un peu de suspense, rien à voir avec le palais breton. Donc, c'est un esprit de PMI, mais dans un groupe international. Donc, Mike, directeur général adjoint, je vous laisse nous en dire plus. Je vous passe la main et je vous passe aussi la main pour vos slides. Parfait, merci beaucoup Myriam. Bonjour à tous, donc, je suis Mike Denis, je suis le directeur adjoint de SKF Magnetic Mechatronics qui est situé à Vernon dans le département de l'Eure en Normandie. Donc SKF est un groupe suédois composé de 43 000 collaborateurs répartis dans une centaine de pays. Et donc SKF est mondialement connu pour les roulements, toute la partie lubrification, les systèmes de joints et ainsi de suite. Mais SKF, ce n'est pas que ça, c'est aussi un groupe abritant des pépites technologiques et telles que notre entreprise. Donc S2M, qui est l'acronyme de SKF Magnetic Mechatronics, on allie à la fois de la mécanique et de l'électronique. Donc on est sur la mécatronique. Au sein du groupe, nous sommes 300 salariés environ à travailler sur cette technologie du palier magnétique. Et donc sur notre site à Vernon, nous sommes environ 220 salariés et sommes une unité spécialisée justement dans les machines tournantes mais sans frottement, à savoir les paliers magnétiques et les moteurs à haute vitesse. Donc, nous sommes les pionniers de cette technologie que l'on a développée depuis et que l'on développe depuis 1976 et nous en sommes les leaders mondiaux et nous en sommes très, très heureux et très fiers. Donc cette technologie, elle est venue disrupter le marché avec nos produits. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur nos produits. On a 80 autres collaborateurs dont on a la responsabilité depuis notre site de Vernon, qui sont situés entre notre société sœur, donc à Calgary, et puis on a des bureaux de mise au point à Moscou, à Dubaï et puis à Shanghai. Donc comme je vous l'ai dit, on est une pépite technologique qui a une très forte culture technique et donc, qui comprend justement un certain nombre de métiers tels que les métiers que j'affiche normalement, voilà. Donc, qui comprend un certain nombre de métiers autour de l'électronique, du software, de la dynamique de rotor, et donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très prégnant chez nous. Et j'y reviendrai plus tard. On travaille, on consacre 10% de notre chiffre d'affaires à la R&D, 5% à la partie process engineering, industrialisation, et un tiers de nos effectifs sont consacrés et travaillent dans le département de la recherche et développement. On travaille majoritairement dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement du gaz, mais aussi pour l'industrie avec des climatiseurs, avec des compresseurs de climatisation, des compresseurs d'air, des soufflants d'air, des flywheels, donc des toupies inertielles de stockage d'énergie, ou encore des broches d'usinage. Aujourd'hui, l'industrie est vraiment très intéressée par nos produits parce que justement, elle permet à la fois des gains de productivité avec une moindre consommation énergétique
et puis parce qu'elle est aussi au cœur de la problématique environnementale, puisqu'on travaille justement au sein de la cleantech pour travailler sur des applications de réduction d'émissions de carbone. Par exemple, nos sujets du moment donc, sont l'efficacité énergétique de nos moteurs. On atteint quand même 97% d'efficacité énergétique. On travaille sur la partie carbon capture, donc la récupération du dioxyde de carbone, ou encore de l'hydrogène. Et c'est ce qui explique finalement qu'on est actuellement en hyper-croissance, puisque nous sommes sollicités par un bon nombre de très grands industriels français et internationaux, hein, Air Liquide, Cryostar, Total, BP, et j'en passe d'autres, et justement qui viennent justement chercher nos produits disruptifs pour aller concurrencer une technologie plus conventionnelle et surtout pour aller justement atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Nous sommes une entreprise qui est extrêmement riche, avec une grande diversité des métiers et une grande diversité également des collaborateurs qui la composent. Donc, nos métiers techniques, on a tout le corps de métier hein, dans l'entreprise, avec bien sûr les services support, mais on a aussi beaucoup de métiers techniques. Ils vont de toute la partie mécatronique, en passant par l'électronique telle que donc, le soft, le hardware, l'électronique de puissance, la modélisation, l'intelligence artificielle, du calcul, du contrôle commande. Et tous ces métiers-là, en fait, derrière, c'est des compétences, des spécificités qui viennent s'intégrer dans des systèmes complexes et des machines complexes au niveau de nos clients. Donc tous ces métiers techniques là que j'ai cités, qui sont sur la partie R&D, je ne veux pas non plus oublier d'autres métiers tout aussi importants et tout aussi techniquement très pointus qu'on retrouve dans les métiers de l'industrialisation, sur de l'expertise de machines, l'expertise d'automatisation, sur la partie d'industrialisation électronique ou même les métiers de la qualité où on a besoin de spécialistes en qualité électronique, ou même les chefs de projet qui du coup ont une vision globale du métier et qui travaillent finalement à la croisée des chemins de l'ensemble de ces compétences très pointues au sein de notre entreprise. Toutes ces compétences, elles travaillent justement pour créer des machines complexes, des machines qui s'intègrent dans des systèmes complexes de nos clients. Et c'est à ce niveau également qu'interviennent des architectes métiers qui, eux, doivent à la fois comprendre nos machines, mais aussi l'environnement dans lequel elles s'introduisent. De manière générale, dans notre entreprise, on ne recherche pas des bons collaborateurs, on recherche vraiment l'excellence, on recherche les meilleurs dans leur domaine scientifique spécifique. Et c'est ce qui explique en fait que nous avons 17 docteurs ingénieurs qui sont présents dans nos effectifs. Lorsque vous rentrez chez nous, même en tant que visiteur, ce qui ressort, c'est vraiment la passion qui anime nos collaborateurs. Vous citez 17 docteurs ingénieurs, 17 c'est également le nombre de nationalités différentes qui sont représentées sur notre site, puisque justement on a une ouverture et une culture internationale, 85% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export sur l'ensemble de la planète, et donc on a besoin d'avoir cette diversité culturelle, et dans la mesure où on cherche vraiment les experts, les meilleurs experts dans leur domaine, on recrute internationalement, et c'est ce qui explique les 17 nationalités présentes sur le site. Donc autrement dit, si vous êtes fermé sur le monde, il ne faut pas postuler chez nous. Au contraire, si vous souhaitez évoluer dans un contexte international, nous sommes dans l'entreprise dans laquelle il faut, je dirais, postuler, car nous sommes à la fois une PME familiale, où les valeurs sont importantes, qui est ouverte sur le monde. Elle est composée de personnes passionnées et passionnantes, et au sein, tout ça, d'un groupe international qui offre
une certaine sécurité, mais aussi des perspectives d'évolution à l'étranger. Pas plus tard que le mois dernier, nous avons pu envoyer 2 collaborateurs au Canada pour une durée de 3 ans. Nous sommes actuellement en réflexion pour pouvoir envoyer des collaborateurs en Chine et au Maroc. Donc on a ce type d'opportunité au sein de notre entreprise. Et puis je dirais la cerise sur le gâteau en postulant chez nous, vous travaillerez sur des technologies vertes qui justement sont quand même quelque chose de, enfin c'est très important aujourd'hui quand on voit le réchauffement climatique. Donc on est au cœur de ces problématiques-là. Et si vous postulez chez nous, donc pour finir, sachez qu'on propose également des aides à la mobilité justement pour vous intégrer, parce que parfois ça nécessite des déménagements, des changements de région, et donc on est justement dans l'accompagnement pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et enfin, j'aurais terminé sur nos valeurs. Voilà, notre hyper-croissance, hein, on parle de 30% de croissance attendue en 2022, en comparaison de 2021, qui est déjà une année record, et encore entre 20 et 30% de croissance entre 2023, voire jusqu'à 2030. Mais pour autant, on ne perd pas nos valeurs, que sont l'ouverture aux autres, l'empathie, le respect. On est extrêmement humble et conscient que si nous avons de tels succès aujourd'hui, eh ben, c'est en partie, c'est en totalité dû à nos collaborateurs, et on fait en sorte que justement nos collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, mais au-delà de se sentir bien dans l'entreprise, puissent également en parler en bien autour d'eux, de façon justement à inciter et à inciter des personnes extérieures à nous rejoindre. Donc c'est pour ça que on essaye au-delà de l'intérêt évident des métiers proposés, mais aussi de faciliter les conditions de travail en mettant en place des services accessoires mais non négligeables, tels qu'une conciergerie ou une prise en charge significative de la mutuelle, ou un financement de retraite complémentaire, et la mise à disposition d'infrastructures sportives. Et puis, je dirais de manière générale, c'est quand même une entreprise dans laquelle il fait vraiment bon vivre et le climat social est sain. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. On donne l'opportunité à nos collègues d'évoluer dans l'entreprise au travers de différentes opportunités. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au Canada, en Chine, mais aussi en interne. Si je prends par exemple mon parcours, j'ai intégré l'entreprise il y a 16 ans en tant qu'apprenti au contrôle de gestion, et j'en suis maintenant le directeur adjoint. Mais on a d'autres parcours, je pense notamment à notre collègue au niveau de la direction des ventes, qui était un metteur au point, qui ensuite est devenu un ingénieur chargé d'affaires, puis un ingénieur commercial, puis il a été responsable de la zone justement de business development au niveau du Moyen-Orient, et maintenant il est le directeur des ventes monde, et il a également 36 ans. Donc on a différents postes qui sont ouverts, je les ai affichés dans tout type, hein, de la partie assurance qualité fournisseur, dans le domaine de l'électronique, les chargés d'affaires, les ingénieurs services, donc de mise au point, où là on prend la valise et on va sur la planète pour mettre en place les machines sur les sites clients. Des ingénieurs en R&D, en électronique de puissance, en machine électrique, des responsables contrôle commande, des techniciens de bande test et de prototypage. Bref, on a une croissance extraordinaire. On va recruter 35 personnes cette année, probablement au moins autant en 2023. Donc n'hésitez pas à postuler et à nous rejoindre. Et donc vous pouvez prendre les contacts, soit des candidatures spontanées par email, ou soit contacter donc Guillaume Gauvin qui a fait l'introduction tout à l'heure, ou moi-même directement sur LinkedIn, de façon à ce qu'on puisse vous aiguiller sur un éventuel intérêt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous, messieurs, pour vos précieux conseils. Je ne sais plus si je dois les postuler
dans le Gâtinais, en Bretagne ou en Normandie. Ça donne envie d'aller un peu partout. Ça a donné envie aussi à nos auditeurs de poser quelques questions. Donc, est-ce que vous pourriez tous ouvrir vos caméras, revenir parmi nous et répondre aux questions de tous, en fait? Est-ce que vous êtes tous avec nous? Oui. Oui? Très Oui. bien. Voilà. Alors, j'ai une première question. On va les prendre, alors peut-être plutôt pour Bruno, mais d'autres pourront répondre, qui était liée à l'environnement global de l'économie française, de l'industrie. Et la question est, est-ce que finalement la pandémie a eu un impact sur la croissance de l'industrie et est-ce qu'il y a un risque à aller vers l'industrie aujourd'hui? Oui, la pandémie, elle a changé pas mal de choses, mais elle a eu un facteur positif, c'est on s'est tous mis à faire du numérique à haute dose. Et donc, on a peut-être même progressé encore dans l'intégration du numérique dans nos process de travail. Et parce qu'on a été un peu forcé du fait des difficultés de déplacement. Donc, jumeaux numériques, mise en route à distance, prise de contrôle de machine. On a fait beaucoup d'évolutions chez Redex, par exemple. Et donc, je crois que le Covid n'a pas remis en cause la plupart des entreprises. Il peut y avoir des entreprises touchées, mais c'est plus généralement les services qui ont finalement souffert de la crise du Covid. Tout ce qui est matériel, bien physique, est finalement sorti renforcé de cette crise. C'est plutôt les déplacements, les services, l'événementiel. C'est dans ces métiers-là qu'il y a sans doute aujourd'hui des difficultés à rebondir. Dans l'industrie, c'est contrasté. Vous avez tout de même l'aéronautique qui a un petit peu de mal à redémarrer, mais qui a des perspectives très favorables. Vous avez l'automobile qui est au milieu d'une mutation majeure, qui est à la fois une opportunité, mais aussi un risque. Carlos Tavares a fait un très bel article sur ce sujet dans les Échos, pour ceux qui peuvent le retrouver sur Internet. Donc, globalement, l'industrie française, je pense qu'elle a plutôt bien géré la crise et elle est aujourd'hui en situation de recrutement, en situation de croissance. Et les exemples qu'on vous a présentés, je pense, sont pas des cas particuliers. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans l'industrie, même si l'avenir n'est jamais écrit. Mais l'industrie française, elle a été très fortement secouée par une forme de désindustrialisation et ceux qui restent aujourd'hui sont un peu des champions parce qu'il y a eu une sorte de sélection darwinienne. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus que les meilleurs. Donc il y a des très belles entreprises aujourd'hui, très compétitives, qui investissent, qui se développent, qui sont, je pense, des formidables opportunités de carrière. Et comme je le disais, on cherche à vraiment investir dans nos collaborateurs. Donc ce sont vraiment des carrières longues dans l'industrie. Donc pas de risque à rejoindre l'industrie aujourd'hui, pas de risque particulier et peut-être même moins qu'avant la crise du Covid. Merci beaucoup. Vous avez tous parlé d'ouverture à l'international et puis d'ouverture d'esprit aussi. Une question sur les stages. Quelqu'un demande si les stages à l'étranger sont mieux valorisés, sont mieux perçus par les employeurs que des stages locaux, et ça indépendamment de l'entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux faire un stage dans une petite boîte au bout du monde que dans une boîte avec une belle marque à côté de chez soi? Moi, je veux bien répondre. En fait, je dirais que le stage, peu importe l'endroit où on le fait, ce qui compte, c'est surtout le sujet de stage qu'on a pu traiter. Et est-ce que ce sujet de stage est en adéquation avec les besoins que peut avoir le futur employeur? Voilà, pour moi, il vaut mieux privilégier un sujet de stage intéressant, quelle que soit la structure, PME, ETI, grand groupe, petite entreprise, voilà, plutôt que peut-être un stage dans un grand groupe, mais dans lequel on est dans une boîte à chaussures ou avec peu de capacité de s'exprimer, d'innover ou de proposer des choses. Ou le pire, c'est le stage piston. Ça, je pense, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'à la fin, il se passe pas grand-chose. Et vous ne valorisez. Voilà, l'idée quand même quand on va en stage, c'est d'acquérir des compétences. Donc, je dirais, il faut sélectionner son stage pour acquérir des compétences. Et de toute façon, quand on est en entretien, ça se voit, ça transpire. La personne qui a vécu son stage et la personne qui a subi son stage, ça se voit tout de suite. Et l'aspect international, du coup, l'intérêt d'aller faire des stages à l'international? Moi, je le vois du côté du fait de devenir peut-être bilingue, trilingue.
Je sais plus, c'est Bruno tout à l'heure qui parlait de l'importance aujourd'hui de parler plusieurs langues. Il a tout à fait raison, hein, c'est pour moi la base, hein, pour des jeunes ingénieurs. Donc, on dit souvent que la meilleure manière, c'est aussi d'y aller et de pratiquer pour bien comprendre la langue, mais pas que. Voilà, il y a aussi des gens qui restent en France et qui parlent très bien anglais et qui performent sans souci, quoi. Bon, très bien. Merci. Quelqu'un d'autre à ajouter sur ce thème des stages? Non, Alors, je une pense que, autre. Oui, pardon. non, Terence a tout dit. Effectivement, l'anglais est important et je pense que maintenant, dans la plupart des écoles, le stage à l'étranger est quasiment obligatoire. Donc, la question qui ne se pose même plus. Alors, c'est une question pour les étudiants qui ont été privés de stage à l'étranger sur les 2-3 dernières années, qui du coup sont un petit peu stressés par le sujet. On a une autre question qui est aussi liée à tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'entreprise qui fait de l'éco-conception, qui fait attention à l'environnement, qui fait attention à son impact. Du coup, qu'est-ce que justement tout ça va changer dans l'émergence d'offres d'emploi? La question précise, c'est l'ampleur prise par l'écologie sera-t-elle symptomatique d'une émergence d'offres d'emploi à ce sujet? Alors, je vais te dire autrement. Est-ce qu'il y a des offres d'emploi qui vont être vraiment purement liées à l'écologie, ou est-ce que chaque métier doit intégrer sa part d'écologie? Comment vous voyez l'évolution de ce genre de choses? Alors, si je peux prendre la parole, au niveau de SKF, le SKF en général a des ambitions de neutralité carbone de ses usines d'ici 2030. Donc c'est très ambitieux, et donc voilà, on a emboîté le pas de la volonté du groupe en justement commençant à développer notre roadmap environnementale au sein de S2M. Et donc on a débuté là au mois d'octobre 2021, donc on commence à y voir de plus en plus clair. Où est-ce qu'on va? On va où je pense effectivement que d'une manière générale, les entreprises vont devoir recruter, je dirais, des spécialistes liés à la question environnementale de façon à les accompagner dans leur transition environnementale. Parce que ce sont des compétences et des métiers spécifiques et où les titulaires en place n'ont pas, enfin en tout cas, suffisamment de temps à y consacrer pour pouvoir avancer suffisamment rapidement par rapport aux objectifs qui sont fixés. Ça, c'est le premier point. Donc, il va y avoir des métiers dédiés. Le deuxième point, c'est que dans les métiers un peu plus traditionnels, par exemple, il est nécessaire, effectivement, et les formations vont évoluer en ce sens-là, où on va se diriger vers de plus en plus d'éco-conception pour, par exemple, les bureaux d'études, ou des achats responsables pour les métiers des achats, par exemple. Et donc, il va y avoir des nouvelles compétences à l'intérieur de métiers historiques, si je puis dire, qui vont se créer, se développer. Et ça, effectivement, ça va être de plus en plus prégnant. Et après, il y a le troisième point, mais c'est la technologie d'une manière générale. Hein. La technologie évolue et permet des révolutions industrielles. On est dans la révolution du numérique. Et demain, l'environnement va certainement nécessiter de nouvelles technos, et nous on le voit au travers de nos produits au quotidien, où ce sont des nouvelles technologies qui vont permettre justement aux entreprises de réduire leur empreinte carbone. Et donc tous ces métiers, notamment liés à l'intelligence artificielle, au contrôle commande, à la modélisation, au jumeau numérique, et ainsi de suite, vont dans le sens justement aussi de l'environnement. Moi, je suis. Ouais, pardon. Si je peux juste compléter, je dirais que cette notion d'écologie, c'est pas la question, c'est est-ce que c'est un passage ou pas. Si j'ai bien compris, je pense qu'il y a une prise de conscience collective nationale, internationale de tous sur l'urgence de la situation. Et une fois que la population a mis l'accent sur les États qui poussent eux-mêmes sur l'économie, le mouvement, il est en marche, il ne s'arrêtera pas. Et donc, toutes ces notions vont parler d'éco-conception, de consommation, d'empreinte carbone,
dans toutes les industries, là, c'est des contraintes très fortes, et effectivement des contraintes économiques, contraintes réglementaires, et aussi contraintes, on en parlait tout à l'heure, pour ses candidats, pour ses collaborateurs. C'est important de savoir que l'entreprise contribue, ou en tout cas cherche à réduire son empreinte carbone. Donc, c'est pas un mouvement de passade, c'est évidemment quelque chose qui va devoir, au début, effectivement, comme disait Mike, nécessiter un accompagnement des spécialistes, et puis après, être dans les processus des entreprises intégrés sur comment on conçoit et comment on produit. Ça devra être un élément de plus, un critère de plus pour juger. Et souvent, sécurité, environnement, quand on commence une démarche comme ça, on se rend compte que ça rime avec productivité. Et c'est là où ça devient intéressant pour les entreprises. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Je me suis occupé de l'environnement sur le site. Et en fait, pour savoir, enfin, la question de la durabilité des emplois d'un point de vue écologique, en fait, il est dans le mot développement durable. Développement durable, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est dans le long terme. Et je pense même que c'est des métiers qui vont encore s'intensifier davantage. On va chercher des biomatériaux, on va chercher de la bioénergie. On commence à parler d'hydrogène à la place de nos carburants classiques fossiles aujourd'hui. Tous les métiers vont avoir cet enjeu-là à résoudre, les acheteurs aussi. Les gens qui même travaillent sur ligne devront faire le moins de déchets possible. Et il y a même encore des leviers qu'on ne soupçonne pas, comme la synergie entre entreprises, c'est-à-dire que le déchet d'une entreprise peut devenir la matière première d'une autre. Et là, on parle presque de parcs d'entreprises sur un même lieu, où on vient mutualiser même des engins de levage, où on vient mutualiser voilà, on parle d'économie circulaire aussi beaucoup. Il suffit d'aller voir, il y a des exemples formidables là, en Hollande notamment. Voilà, je pense qu'on n'est qu'au début et que c'est que les prémices de nombreux métiers encore à venir. Et l'énergie, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, quoi. Alors, je vais aller sur l'énergie justement parce que j'ai une question d'un interlocuteur qui se demande s'il faut rester dans sa formation de base. Et justement, sa formation de base était liée au alors je reprends la question, aux bioénergies, aux biotechnologies. Et il se demandait s'il fallait qu'il reste dans son créneau ou s'il pouvait sortir et quelles étaient les opportunités quand on a une formation initiale pour aller sur quelque chose d'autre. Qui veut répondre à sa question? Question intéressante. Allez-y. Moi, j'aurais un conseil, c'est qu'est-ce que lui l'anime? C'est en fait, je pense qu'il faut vraiment faire son cursus scolaire et sa formation en fonction de ses propres aspirations et de qu'est-ce qui nous fait lever tous les matins. Si on est passionné par l'écologie, par les biomatériaux, par la bioénergie, allons-y quoi, allons-y et forcément on sera bon dans ce qu'on fait parce on sera passionné. Et je crois qu'il faut être la première qualité qu'on doit avoir en tant qu'étudiant, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Et comme je vous dis, quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est beaucoup moins dur de se lever tous les matins, et on est créatif, on est innovant, on est passionné tout simplement. Voilà, moi c'est le conseil que je lui donnerais. C'est de faire ce pourquoi il est passionné. Alors, et alors, quel est son avenir si aujourd'hui il a une formation d'ingénieur spécialisé en bioraffinerie? Quels sont ses atouts pour décrocher un emploi qui n'est pas extrêmement lié aux bioraffineries? Je connais pas assez cette branche en fait pour venir donner un avis des plus pertinents. Mais je sais pas, peut-être quelqu'un a une réponse peut-être. Non, il faudrait réfléchir spécifiquement au cas de celui qui a posé la question. Après, on en parlait tout à l'heure, la bioénergie, il peut être intéressant puisqu'il a quand même un diplôme d'ingénieur et dans les industries qui sont énergivores. Donc, toutes les industries qui consomment beaucoup de gaz, d'électricité, qui peuvent être intéressées par des alternatives aux énergies. C'est peut-être ce que je me dis en premier, mais je ne suis pas certain.
On va le Ah, c'est vrai. laisser peut-être. À partir du moment où il est ingénieur, je pense qu'effectivement, il a une chance quand même de pouvoir évoluer sur différents métiers. C'est quand même une des formations qui laisse le plus d'ouverture d'esprit. J'ai une question qui est beaucoup plus pratique. Alors du coup, c'est quelqu'un qui demande si vous avez. Alors les questions arrivent en masse, donc j'ai un peu de mal à tout suivre. Des postes dans les domaines des matériaux. Alors pour moi, dans les domaines des matériaux, il va y avoir énormément à faire. Alors personne n'est censé ignorer qu'on est sur la raréfaction des matériaux. Je vous donne un exemple, hein, où nous on achète de l'alu par milliers de tonnes, hein. Voilà, l'aluminium a par exemple fait x2 en 1 an et demi, crise Covid, voilà, impact des énergies fossiles, impact de plein de choses, hein, pour différentes raisons. Mais clairement, la raréfaction des ressources va pousser de plus en plus les industriels à trouver des alternatives sur les matériaux qu'ils utilisent, ou à les alléger par l'éco-conception, voilà, ou à trouver des alternatives voilà, avec des matériaux peut-être différents. Mais c'est toujours pareil en fait. L'être humain a toujours eu la capacité de se réinventer dès qu'il était en crise. Et c'est la crise, voilà, derrière la crise, il y a toujours des opportunités ou de frugalité. Pourquoi dépenser plus de matière pour faire la même chose quelque part, ou de se réinventer. Et c'est là qu'on a besoin justement d'ingénieurs en fait, et quel que soit leur cursus, quel que soit leur parcours, voilà, des gens qui ont cette capacité d'être innovants, d'être passionnés, voilà, d'amener autre chose en fait dans le débat, un autre angle de vue, mais ça veut dire aussi être en capacité de se remettre fortement en question, voilà, d'avoir aussi ces aptitudes de pouvoir faire avancer les choses, quoi. Voilà. Très concrètement, est-ce que l'un d'entre vous a des opportunités de poste précis dans le domaine des matériaux aujourd'hui? Alors moi j'ai quelqu'un déjà en place. Ah. Voilà. Bon, alors après, j'ai quelqu'un d'autre qui demande SKF S2M a séduit s'il y a des postes en mécatronique, bureau d'études, ingénieur d'études. Donc là, je recommande d'aller vous contacter directement sur les adresses que nous avons données. Je pense que ça sera le plus simple. On ne va pas faire les entretiens là tout de suite. Et puis, Non. ça va être compliqué. Et on est réactif. Une question quand même, est-ce qu'il y a des politiques d'intégration de personnes en situation de handicap? Et après, je pense qu'on prendra une dernière question. Là, les gens se réveillent, c'est un peu compliqué. Alors, pour les situations de handicap, est-ce que vous avez des stratégies d'embauche particulières? Moi je Alors, peux. Oui, alors qui? Après, vas-y. merci. Il n'y a pas de discrimination à l'entrée dans l'entreprise, donc on accueille tout le monde, quelle que soit la situation personnelle, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion et quelles que soient les capacités physiques. Donc tout le monde est le bienvenu au sein de SKF. Donc la question, déjà la question ne se pose pas en tout cas chez nous. D'accord, je Alors, pense que. Est-ce que vous avez une autre réponse, moi, Terence? j'ai juste apporté un peu voilà, un peu de complément. Déjà, de toute façon, il y a un cadre réglementaire déjà pour que les entreprises et les industries intègrent des personnes en situation de handicap, hein. Donc, c'est légiféré. Et de toute façon, c'est à la charge de chaque entreprise de rendre le travail accessible, quel que soit le type de handicap. Voilà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on cherche aussi des ergonomes. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous, on a essayé des exosquelettes sur l'entreprise, avec notre responsable sécurité, avec les membres du CSSCT, puisqu'il y a aussi des élus dans une entreprise, il y a aussi voilà, des personnes qui sont représentants des salariés. Et voilà, ça crée un groupe de travail et ça permet de rendre le travail voilà, le plus accessible possible, en tout cas. Très bien. Il va être l'heure de nous quitter. Alors, les questions continuent à arriver. Je pense que vous avez été peut-être un peu trop séducteur dans vos propositions. Vous avez beaucoup plu. On a un archiviste qui demande s'il n'y a pas des places pour des archivistes dans les organigrammes chez vous. Enfin, vraiment, il y a des gens qui veulent venir maintenant. Non? Comment ça? Réfléchissez. Je suis sûre qu'il y a de la GED, il y a de la nomenclature à faire, il y a des choses à faire. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup, beaucoup du temps que vous nous avez accordé.
À tous, donc tous les gens qui nous ont suivis là et puis tous les gens qui vont nous regarder en replay, n'hésitez pas à, contacter directement les entreprises. Les questions continuent à arriver, donc oui, vous pouvez avoir les informations sur les slides dès qu'on a mis le replay en ligne. Ce soir ou demain matin, il y aura aussi les slides pour que vous puissiez directement contacter et vous adresser aux entreprises, il n'y a pas de souci. Donc, merci encore pour ce beau moment ensemble. Le programme de la semaine des étudiants continue. À bientôt pour les prochains webinars et désolé pour les cafouillages techniques du début. Merci à tous et à bientôt. Quoi. Merci Merci. beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.